Salut à tous! Ça fait un moment que je ne vous ai pas proposé ce type de vidéo. Donc ça va être un tour de plaine à quelques semaines de la récolte de l'ensemble des cultures que je vais vous montrer. On va commencer par le colza, ensuite l'orge, le blé. Il y aura aussi la luzerne, la févrole et puis le tournesol dernièrement installé. Donc là j'ai trouvé une petite place au milieu du colza qui continue de pousser et de remplir ses siliques. Les siliques, ce sont ces endroits où sont stockées les futures graines. Là, c'est en train de se remplir surtout en eau. Et d'ici quelques jours, quelques semaines, vont se remplir en éléments nutritifs et surtout huileux. C'est un oléagineux. Et là, je le trouve plutôt en bonne santé. Le feuillage n'est pas marqué. Il n'est pas marqué par des maladies. Bon, on a toujours des feuilles dans la partie inférieure qui commencent à dépérir. Il y a un petit peu ici de marquage, mais le haut est sain. Jusqu'aux étages supérieurs. Et vous voyez qu'ici, il est quand même bien fourni. Il n'y a pas non plus une épaisseur importante de colza. Il n'est pas bien haut. Parfois, il est aussi haut que moi. Et puis, il peut y avoir des siliques sur beaucoup plus de hauteur. Mais de là où il revient, je suis plutôt satisfait. J'ai pas vraiment d'idée du rendement qu'il va donner. La culture revient quand même de plusieurs stress, surtout le sec et le gel. Ici, dans ce fond de vallée, il a gelé et on a perdu des fleurs. Des fleurs qui, vous voyez ici, rendent infécond, rendent infertile. Ici, normalement, il aurait dû y avoir des siliques. Et il n'y en a pas. Celles qui ont survécu ici en ont fait, mais on a eu de la perte de fleurs. La fleur est très sensible au gel, même lorsque le colza fleurit et qu'il a gelé dès 0 degré, la fleur perd en fécondité. Et heureusement que certaines sont passées au travers. Et avec ces cultures, on peut espérer un pouvoir de compensation. Donc ce qu'on remarque, c'est quand même qu'il y a des siliques bien dodues. Elles ressemblent presque à des gousses de haricots ou de pois. Elles sont vraiment très épaisses. Bon, elles vont réduire en taille, mais on peut espérer que, d'accord, il y aura peut-être moins de silique, moins de graines que d'habitude, mais que le poids de 1000 grains soit supérieur. Le fait qu'elle soit grosse comme ça peut laisser présager ça. Donc le poids de 1000 grains sera supérieur, ça veut dire qu'il y aura, je l'espère, moins de graines, mais qui pèseront plus à l'unité, et on raisonne souvent par 1000 graines. 1000 graines d'un colza peuvent peser 3, 4, 5 grammes. Et 1 gramme de poids de 1000 grains supplémentaires, ça change complètement la donne et complètement le rendement à l'hectare. Si on passe de 3 à 4, on fait un tiers de rendement supplémentaire par rapport au même nombre de graines. Donc vraiment, là on est sur la Chinte, on est sur une bordure où c'est très fertile, il y a beaucoup de terre. Donc on va s'avancer un petit peu à un endroit où c'est plus calcaire, plus tuf. Et là le colza s'en sort un petit peu moins bien. Mais ici, vraiment si c'était partout comme ça serait top. Et puis ici, particularité, il n'y a pas eu d'insectes, il n'y a pas eu de pucerons. Vous allez voir, on va changer de parcelle ensuite. Il y a eu pas mal de pucerons cendrés, comme ici. Il y en a encore quelques colonies, mais c'est pas grand chose. Vous voyez, mais j'ai certaines parcelles où il y en avait beaucoup plus. Il y a encore quelques fleurs qui restent et c'est justement un lieu de rendez-vous pour les abeilles. Voilà, dépêchez-vous les abeilles, il y a bientôt plus de fleurs. Vous voyez clairement ici il est encore un petit peu moins haut. Il est vraiment bas, c'est une zone où il est le plus petit, mais il y aura quand même de la graine, fort heureusement. Il faudra baisser la coupe de la moissonneuse par rapport à d'habitude, mais c'est pas bien grave, ça c'est un détail. Il n'y a pas non plus, voilà, ça ne sera pas les zones les plus productives, mais il y aura de la graine quand même. Et puis toujours des siliques bien dodus. On serait tenté d'appeler ces zones où il y a les graines des gousses, mais on les appelle spécialement des siliques. Des gousses de petits pois, de haricots, eh bien, s'appellent des gousses car la disposition des graines est différente par rapport aux graines du colza. On appelle silique
car la séparation, il y a 2 rangées de graines. Et puis il y a une petite cloison au milieu des graines qui s'appelle le septum. Et cette séparation fait que l'on appelle ceci in silic. Quand il n'y a pas de séparation, on appelle ça une gousse, et c'est le cas du pois. Bien, c'est un colza également. Par contre, il n'y a pas que la culture, il y a aussi des laitrons, ce qui va dépasser, vous voyez ceci. C'est à tige creuse, c'est très fragile, mais ça sera bien présent au moment de la récolte. Ça va faire du verre, ça va faire une plante supplémentaire avec le colza qui va rentrer dans la moissonneuse. Elle va un peu ronronner, même pas mal par endroits où c'est épais. Alors pourquoi c'est comme ça? Car j'avais choisi il y a plusieurs mois de ne pas désherber ce champ et puis d'autres de la même manière que le premier champ que je vous ai fait voir. Ici il y a un produit en moins et du coup je pensais que le champ serait propre. J'avais évalué la population en ces autres herbes qui accompagnent la culture. Je pensais qu'elles étaient minimes en présence et puis finalement elles se révèlent aujourd'hui. Donc surtout les bordures, je vais être embêté au moment de la récolte. Ça va se payer aussi par rapport aux éléments nutritifs que les plantes, le laitron vont prendre à la place du colza. Par contre, ce qu'il y a aussi ici, mais que je n'ai pas contrôlé, je n'ai pas fait d'insecticide pour ces insectes-là, ni dans la précédente parcelle, ni ici. Il va y avoir pas mal de pucerons, de colonies de pucerons cendrés, donc, comme ici. Vous voyez ? Donc jusqu'à 3 semaines avant la récolte, ces populations peuvent être nuisibles. Bon là on est à 4 semaines. Je ne pense pas que je vais intervenir parce qu'il n'y en a pas non plus partout. Il y en a surtout en bordure des bois. C'est quand même une parcelle à risque. Vous voyez, ça peut être pas mal nombreux. Là on sort quand même de jours et de semaines qui n'étaient pas à risque de développement de ces colonies. Et j'avais surveillé leur nombre et on n'avait pas non plus atteint une population critique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 2 colonies par mètre carré, il faut s'en inquiéter et c'est nuisible pour les rendements. Donc là on a une colonie et autour dans un rayon de 4-5 mètres il n'y en a pas. Bon voilà. Les xyliques là aussi, elles sont grosses quand même. Bon à voir si les graines vont correctement se remplir, mais là elles sont pleines d'eau et extrêmement grosses. Donc ici, ce colza, je l'avais associé avec de la févrole. Du coup, la févrole a apporté un petit peu d'azote à la culture. J'ai mis une vingtaine de kilos d'engrais minéraux en moins. Donc on verra ce que ça donne en bilan. On a un terrain un petit peu aussi, on a aussi d'autres mauvaises herbes en embuscade, de la matricaire. Ça fleurit blanc, un peu comme des pâquerettes donc. Ça aussi, ça fait pas mal ronronner la moissonneuse parce que ça reste vert jusqu'au moment de la récolte. Bon, je pense pas qu'il y en ait de trop, il y a assez peu de trous, assez peu de zones de lumière, des zones de lumière que la matricaire aime bien. Donc voilà pour ce champ qui était en association et pour information, la févrole, j'avais choisi ici de ne pas la réguler chimiquement avec un désherbant. J'avais laissé l'hiver faire et puis la févrole avait de toute façon été semée tellement tôt dans la saison, au mois d'août, en même temps que le colza, qu'elle a complètement pourri au cours de l'hiver. Elle s'est effacée, elle s'est écrasée. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des graines qui montent au moment de la récolte. Voilà, on ne retrouve même pas les pieds. On retrouve même pas les pieds là-dedans. Alors que j'en avais semé, il me semble, à hauteur de 70 kg hectares de févrole. Voilà pour ces colzas. Et en termes de variétés, je rappelle, c'était un mélange de plusieurs variétés. Variété hybride acropole, à peu près un quart des graines. J'en avais semé 60-80 graines au mètre carré, donc un quart d'acropole et puis 3 quarts de pamela. Pamela, donc une semence, une lignée, on appelle une variété lignée, et c'était de la semence de ferme. Bon voilà, il y a quelques semaines, il était assez facile de circuler, de marcher au milieu de tout ça. Le temps était sec, le colza avait vraiment du mal à se développer, mais son système racinaire a fait qu'il est resté robuste. Et puis aujourd'hui, avec les pluies que l'on a depuis donc ce début du mois de mai, eh bien il s'est refait une santé et ça fait plaisir. Voilà, pour rappel, en termes de précipitations, toutes les cultures en ont souffert, car au mois de mars, on a eu 25 mm d'eau, avril 6 mm, et là sur le mois de mai, on est entre 80 et 100 mm d'eau. Donc heureusement que dans l'année,
il y a eu ce mois de mai, sinon pas d'eau, pas de récolte. Et ici, près ce champ de colza qui termine en pointe que j'arrive pas à cultiver, j'ai donc entretenu, débroussaillé, et puis j'ai créé cette petite plate-bande où j'ai donc mis la terre à nu et puis semé à la volée quelques graines de plantes mellifères. Donc là, elles sont, je pense, en train de sortir. J'en ai mis plusieurs espèces et puis une bonne tripotée. Bon, ça fait de ça 2 semaines, l'eau est tombée dessus, donc ça devrait pas tarder. Ouais, je pense que c'est tout ça. Voilà. Donc là, ça devrait venir. L'idée, donc, c'est que ces plantes fassent des fleurs et puis profitent aux abeilles, mais aussi profitent à l'esthétisme du coin. Voilà, c'est en bordure de route, puis à l'entrée du village. Donc, si ça peut être chouette aussi et agréable à l'œil, ce serait sympa. Mais ça demande un petit peu de boulot, évidemment. Donc, concernant ce laitron qui apparaît aujourd'hui dans le colza, mon jugement a été mauvais, car j'imaginais pas autant de laitrons et de présence de plantes adventices. La moisson, on va devoir la faire plus lentement, la batteuse va avoir un peu plus de mal à circuler. Puis la qualité de récolte, la qualité des graines récoltées, du coup sera un petit peu moins bonne. Je vais récolter pas mal d'impuretés. Et puis, est-ce que ça va occasionner un peu de perte à l'arrière de la moissonneuse? C'est possible. Bon, vous l'avez reconnu, on s'avance dans l'orge. Une orge qui est plutôt haute. Elle devrait se tasser un petit peu, les épis devraient se courber. Et je l'espère, pas trop tomber au sol. Et là, ce que vous remarquez, elle est en train de brunir dans la partie haute de la parcelle, là-bas. Il y a toujours des zones qui changent de couleur. En premier par rapport à d'autres, c'est par rapport aux veines de terre, etc. Et ce brunissement va être généralisé d'ici quelques jours. Elle est en train vraiment de mûrir. Elle a passé le stade de la floraison. C'est des fleurs qui sont cachées, qui sont à l'intérieur. On ne les voit pas, mais on distingue le passage à la floraison une fois que les étamines sortent des épis. C'est des petites parties de la plante qui mesurent 1 mm, qui se mettent à tomber en extérieur de la plante. Et là, elle est en train de charger ses graines en éléments, en amidon. Et là, vous voyez, elle a passé le stade laiteux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des graines, si j'arrive à en attraper une, eh bien, c'était plutôt liquide il y a quelques jours et maintenant c'est pâteux. Ça va devenir, voilà, une petite pâte translucide. Voilà, ça commence à être légèrement croquant sous la dent. Et le jour de la moisson, d'ici 3 semaines, à mois, eh bien, ça sera carrément dur, carrément sec. Il y aura 12-14% d'eau. Là, elle en est majoritairement pourvue en eau. Là, ce qu'elle fait, la plante, elle est en train d'exporter toute son énergie, tous ses protéines, tous ses sucres vers les graines. Son objectif à elle est de se reproduire et pour ça, elle stocke toute l'énergie possible qui se trouve chez elle, dans les racines, dans les tiges, dans les feuilles. Elle met tout ça dans la graine. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Après, au niveau sanitaire, j'ai toujours fait attention à garder un feuillage sain. Donc c'est plutôt intéressant. Le feuillage est sain, surtout la dernière feuille en haut. Les tiges du bas, les feuilles du bas aussi sont saines. Car qui dit feuillage, eh bien malade, eh bien c'est autant de nutriments qui ne vont pas dans les graines et du coup on a des graines pas très lourdes. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même protégé la plante à 2 reprises contre les maladies. L'orge est quand même assez sensible, rhynchosporiose, helminthosporiose. Ce sont des maladies plutôt explosives. Ici on a quelques taches, mais voilà, rien de grave. Il peut y avoir aussi des taches physiologiques dues au stress, sécheresse et puis gel. On n'a pas des épis très très grands. Et parfois les épis sont 2 fois plus grands, ça dépend les individus. Ici vous voyez, on a un épi un petit peu plus grand. Et ici en termes d'individus que j'ai semés au mètre carré, j'ai mis 210 graines au mètre. Et l'année dernière, dans ces terrains, la parcelle juste à côté là où il y a actuellement du colza, ça a généré un rendement de 64 quintaux par hectare, 6,4 tonnes. Et puis vous savez que j'ai semé de l'orge en direct dans une luzerne encore vivante. Et on va voir ça tout de suite après. Ici dans ces parties de la ferme, on a beaucoup de talus, des zones
à entretenir. Ici, il y en a un qui fait bien entre 3 et 4 mètres de haut. Il y a un champ d'orge en haut. Et c'est pas moi qui l'ai entretenu, là c'est papa, il l'a fait manuellement. Puis il a pris soin de garder ces plantes qui sont protégées, des orchidées. Vous voyez, il y en a ici, il y en a un petit peu partout. Voilà, elles vont bientôt entrer en fleurs. Et voilà, il fallait bien les distinguer au milieu d'une végétation qui commence à pousser, qui faisait pas loin d'1 mètre de haut. Voilà, ça devrait être chouette. Et je dois vous le dire, c'est quand même beaucoup de taf. Voilà. Et là-haut. Et puis, de manière sauvage, il y a des pruniers aussi dans le coin. Ici, il y en a un qui a poussé en haut du talus. Et puis, il y en a un petit peu partout. Et ça, ce sont les oiseaux, les gibiers qui déplacent les fruits, puis du coup, qui déplacent les graines. Et voilà, chaque année, on a des prunes. Là, on est dans les terrains séchants où on y a donc implanté les orges. L'orge de manière classique, après un travail du sol, vous le savez. Donc elle est déjà un petit peu plus en avance au niveau de la maturité. Donc là, elle n'est pas bien haute, hein, elle est beaucoup moins haute. On est à peine entre le genou et la taille. Elle est petite, elle a vraiment souffert du sec. Ça s'est mis vraiment à jaunir très vite. Ça fait un moment que le bas du feuillage est jaune. Elle est un petit peu plus piquée par les maladies. Je l'ai protégée de la même manière. Là, clairement, mes objectifs de rendement par rapport à la parcelle précédente d'orge, dans les autres types de terre, c'est 10-20 quintaux de moins. Ici, en général, on peut faire 50, 60, 65, 70, vraiment dans les très bonnes années. Et vous voyez ici, elle a énormément souffert. Et puis même, malgré que ça soit drainé, ça prend l'eau l'hiver. Et au printemps, quand il manque de l'eau, ça devient sec très très vite. Donc voilà, on va pas espérer des miracles ici. Mais là, on va sauter direct derrière le chemin, dans l'orge semée en direct, dans la luzerne. Bon là, ce que vous allez voir, c'est que c'est pas propre. Je me suis fait avoir par plusieurs choses. Alors, bon, l'orge, de manière générale, elle est plutôt de la même vigueur que celle semée classiquement. Juste à côté, il y a peut-être un peu plus de pieds, mais difficile d'estimer un rendement là maintenant. On avait semé un petit peu plus fort, peut-être 220, 230 graines au mètre carré. Mais ce qu'il y a et que je ne m'attendais pas, c'est que la luzerne, eh bien, soit toujours présente malgré que je l'ai désherbée avant le semis et puis aussi pendant l'hiver. Et là, vous voyez qu'elle est en train de passer un petit peu au-dessus de la culture d'orge. Je ne vais pas la contrôler maintenant. Donc la moissonneuse risque de ronronner un petit peu. Il va y avoir du vert parce que la luzerne pousse tout le temps, elle est souvent verte. Bon, au mois de juin, elle aura peut-être perdu un peu de son eau. Et vous voyez qu'il y a des endroits où c'est même un petit peu plus épais en luzerne. Et puis ce qu'il y a aussi, il y a une graminée que j'ai pas réussi à contrôler, de la vulpie. Voilà, une graminée plutôt rase, plutôt étouffante. Bon là aujourd'hui qu'il y a de l'eau au pied de culture, qu'on a eu pas loin de 100 mm, l'orge, elle est en train de s'éclater, hein. Elle est en train de s'amuser, elle est elle aussi au stade pâteux, à passer le stade laiteux. Tout ça, c'est en train de se remplir. Et voilà. Ah, vous voyez qu'il y a un rapace là-haut. Et d'ailleurs, mon perchoir à rapace que je vous avais fait une vidéo n'a pas été visité. Voilà, j'aurais toujours essayé. Les rongeurs étaient plus trop présents, à vrai dire. Mais je l'ai laissé durant tout l'hiver. Et voilà, il est en train de faire des rotations. Il utilise les courants d'air chaud pour monter, pas trop se fatiguer et puis scruter à l'aplomb. Bon, on verra. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère quand même que ça va donner un peu d'orge, mais la récolte va pas être évidente. Donc pour éviter de trop monter de verdure par cette luzerne toujours présente et qui sera à la hauteur des épis, eh bien je vais récolter le plus haut possible. Je vais pas aller à 15 cm du sol pour faucher toute la paille d'orge et la broyer. Je vais vraiment aller chercher que les épis. Bien, nous voici dans une des plus grandes parcelles de blé
Et vous voyez, il n'y a pas que du blé. Il y a ce qui pointe au-dessus des épis. Le blé, il est là. J'ai des plaques, des grandes plaques de vulpin, cette graminée qui accompagne le blé depuis un moment, malgré les désherbages à l'hiver. Je n'en ai pas fait au printemps. Du coup là, bon, on est dans un rond, hein, où au fur et à mesure des années, bien, les semences restent ici, puis les ronds ont tendance à s'élargir. Ce sont des taches plutôt brunes, vous voyez ici, les grandes taches. Donc ici, je pars sur un objectif de rendement de 75 quintaux, 7,5 tonnes. C'est un mélange de 3 variétés, Ascot, Macaron, Césario. Ces deux dernières variétés sont des variétés plus ou moins récentes, hein. J'ai écarté du mélange la variété Garcia, la variété Accro, des nouvelles variétés qui sont aujourd'hui connues pour être plus robustes que ces précédentes. Voilà, c'est ce que la recherche variétale permet aujourd'hui. Donc là, on a des blés qui sont en bonne santé. L'avantage de la période sèche, vous voyez, que l'on a connu sur le mois d'avril, fait que ça a été du coup une période très peu propice au développement des maladies. Donc ce sont des blés, c'est un blé qui a reçu un seul fongicide. Il y a des années où il peut y en avoir 3. Là j'ai choisi d'en appliquer un seul au moment où il a déployé sa dernière feuille, celle du haut. Donc pour la protéger, c'est elle qui contribue beaucoup à l'élaboration du rendement. J'ai choisi aussi de ne pas protéger l'épi. Parfois les épis peuvent être touchés par la fusariose. Bon là on est sur des blés qui sont peu sensibles. On a aussi l'effet du précédent. Le précédent c'est la culture qu'il y avait avant. Ici on avait un tournesol, donc ce n'est pas une culture qui stocke la maladie de fusariose et qui se transmet aux épis. Si ça avait été un maïs par exemple et puis que les résidus n'avaient pas été labourés, le maïs contribue et risque de transmettre la fusariose, ce champignon, aux épis. Donc là pareil, j'ai pas protégé l'épi. Cette période de sec quand même a stressé la culture. À un moment donné on se demandait bien si on allait récolter du blé. C'était au moment où il commençait à sortir ses épis de la gaine. Mais là il s'est refait une santé. Pour information, ici j'ai semé 240 graines au mètre carré. Voilà, il est en bonne santé. Je vérifie qu'il n'y a pas de maladie. Bon, on voit qu'il n'y en a pas. Par contre, j'ai des confrères dans le secteur qui ont des développements de rouille jaune sur le feuillage. Ça fait, comme le nom l'indique, un effet rouille comme du métal. Ça vient se coller sur les feuilles. Et là, j'en ai pas trouvé. De toute façon, j'ai un mélange de 3 variétés qui sont plutôt robustes par rapport à ça. Sauf peut-être l'Ascot, mais en majorité le mélange est robuste par rapport à cette maladie. Vous voyez qu'il termine sa floraison car il y a des petites étamines qui sont encore accrochées là, qui sortent. Et ça c'est indicateur que la floraison est passée et s'est effectuée à l'intérieur. Et pour revenir par rapport au vulpin, il va prendre donc de l'eau, des éléments nutritifs du sol qui ne seront pas dans le blé. Et il faut savoir que cette plante, ce vulpin, est un formidable hôte pour accueillir des toxines comme le champignon de l'ergot qui se transmet, par conséquent aussi qui peut se transmettre au blé. De l'ergot qu'on essaye un maximum de ne pas retrouver avec les graines de blé au moment de la récolte. Et le vulpin a cet énorme désavantage. C'est pour ça qu'on souhaite quand même le voir le moins possible au milieu des cultures alimentaires, évidemment. Allez, on reviendra dans cette parcelle au moment de la moisson. Et on fera le bilan. Allez, là on est dans la luzerne que j'ai semée au mois de septembre dernier, que vous m'avez vu faire un petit nettoyage sortie d'hiver, car il y avait beaucoup de repousses de blé et puis plein d'autres trucs. Donc là en bordure et à l'entrée du champ il y en a, mais à l'intérieur c'est une autre histoire. Et jusqu'à présent on n'a encore pas fait de coupe. J'ai vu avec mes confrères éleveurs
il y a jusqu'à présent pas assez de camelote, elle n'est pas assez épaisse, sauf peut-être un peu ici, mais elle a 20-30 cm de haut, c'est vraiment pas beaucoup. Donc pour l'instant, cette implantation et cette parcelle, c'est un échec. Je laisse, puis je regarde, j'observe si la luzerne s'épaissit un petit peu, mais il y a des zones, il y a clairement des trous, il y a des développements de matricaires, de laitrons, il y a quelques pieds par-ci par-là de luzerne qui commencent à prendre le dessus, ils ont pas mal jauni durant l'hiver. Donc pour l'instant, et puis je pense que pour cette année 2021, il n'y aura pas de fourrage. Disons qu'il y a bien de l'herbe, mais en valeur fourragère, eh bien, il y a assez peu de choses, il y a très peu de graminées. Il y a toutes sortes d'espèces. Je ne sais pas trop comment faire avec cette parcelle actuellement. Je pense que je vais revenir d'ici quelques jours et avant la moisson, refaire un nettoyage. Ça va revigorer, je pense, les quelques pieds de luzerne. Vous voyez, ça s'épaissit un petit peu. Mais là, clairement, j'ai pas fait un bon coup. Ça confirme le fait que la luzerne, il ne faut pas la semer après l'été. J'ai essayé. Bon, il y a des zones. Elle est là, hein, mais il y a quand même des beaux trous. Elle se retape un petit peu ici. Bon, c'est pas une parcelle dont je suis fier. Il y a pas loin de 8 hectares. En tout cas, là, j'ai semé une luzerne différemment à ce printemps, au mois d'avril. Vous m'avez vu semer ça avec le tournesol. On va directement sauter dans cette parcelle-là. Je vais vous faire voir le tournesol et la luzerne qui est associée. Et clairement, vous comprendrez que la luzerne, ça se sème plutôt au mois d'avril, pendant le printemps, qu'il y a de l'humidité, qu'il fait doux, que c'est poussant. Et là, j'ai semé au mois de septembre, c'était peut-être doux, mais il n'y avait pas assez d'eau. Et elle s'est fait directement manger par les limaces. Ça a vraiment fait des zones très très claires. Voilà. Bon, en tout cas, elle reprend un petit peu du poil de la bête, car à un moment donné, tout était jaune comme ça. Allez, on a encore de l'espoir. Mais pas trop. Et nous y voilà dans ce tournesol semé il y a maintenant 5 semaines, en partie semé en association avec de la luzerne, une nouvelle surface que je destine à vendre pour l'année prochaine, avec une première coupe de fourrage et puis surtout une coupe ensuite pendant l'été, mais pour la graine. La luzerne restera en place plusieurs années. Le tournesol va s'effacer à la fin de l'année et la luzerne prospérera, je l'espère, pendant 3 années. Donc là, on voit bien de là où on est les rangs de tournesol qui se dessinent bien, mais vous allez voir, il en manque un petit peu. Parce qu'il y a surtout cette luzerne que j'ai semée en même temps et à une profondeur différente. Elle est bien en train de lever un petit peu partout. Je l'ai semée très peu épais, hein, quelques 4-5 kg par hectare. Voilà un pied. Ici on en a, voilà, il n'y a pas besoin qu'elle soit très très épaisse. Il y a des plants qui sont encore un tout petit peu, qui sont très petits. Donc ça devrait couvrir bien assez vite. Le tournesol, lui, il est au stade. Voilà, il a fait ses 2, 4, il est en train de faire ses 6 premières feuilles. Alors lui, il n'a pas poussé bien vite. Au moment où je l'ai semé, il faisait sec, il faisait quand même chaud. Puis là, pendant 3 semaines et jusqu'à il y a peu, eh bien les températures étaient à 15-20 degrés grand maximum. Du coup, il s'est mis à végéter. C'est pas les températures qui lui conviennent, mais là, la semaine qui vient, on est au-dessus des 25 degrés. Il devrait pousser, il devrait y aller. Le tournesol, il a besoin de chaleur. Alors, on s'y attendait pas, mais au semis, donc c'était très très sec, c'était pas du tout des conditions propices aux limaces. Les limaces aiment bien l'humidité. Mais dès que les pluies sont arrivées, on ne s'attendait pas à une avalanche comme ça d'attaque de limaces, mais de la toute petite limace, hein, d'1 millimètre de grosseur. Et du coup, sur le rang, vous voyez, un rang normal, c'est un pied ici, un pied tous les 19-20 cm. Et ici, vous voyez, il n'y en a pas. Sur 2-3 mètres, là-bas dans les cailloux, il y a un pied tous les 5 graines semées. Donc j'estime qu'environ les limaces ont mangé entre 2 et 3 pieds par mètre carré, sachant que j'en ai semé 7,5 en moyenne. Donc s'il me reste au mètre carré
3-4 pieds, c'est encore suffisant. Je pourrais encore rentrer dans des potentiels optimales. Faut pas qu'il y en ait en dessous, sinon faut réfléchir à ressemer la culture. Mais c'est pas partout, fort heureusement, donc je vais pas ressemer, je vais laisser comme ça. Il va manquer des pieds. Et clairement, on s'attendait pas à autant de limaces. J'ai quand même mis des effaroucheurs sonores et puis là je les ai enlevés, ils sont par terre, des cerfs-volants, car on avait une quinzaine de pigeons, une quinzaine de corbeaux. C'est plutôt modéré hein, comme présence de ces oiseaux. J'ai des voisins, même sans aller très loin, ça peut être des groupes de 200 volatiles qui se rassemblent au même endroit. Et par jour, ça peut manger 50, 100, 200 pieds. Et s'ils sont 200, bah, ça peut aller vite. Ils peuvent manger chaque jour plusieurs milliers de pieds, 5, 10 000 pieds par jour. Sachant, comme je vous le disais, qu'on en sème 75 000 par hectare. Vous voyez ici, on a une zone vraiment claire. Une zone d'un rond de 40 mètres, mais un petit peu plus loin. C'est un peu mieux garni. Voilà, ça va faire des vagues, des zones comme ça. Plutôt claires. Ici, bah, il n'y aura rien du tout. Ah si, il y a un petit pied là qui va se batailler. Donc ces zones où il n'y a pas beaucoup de tournesols, ils vont faire des grosses têtes. Évidemment, ils vont prospérer. Ah oui, puis tiens, il y a une attaque que je ne vous ai pas parlé. Mais bon, l'idéal, c'est d'en avoir au moins quelques-uns. Une grosse tête tous les 10 mètres, ça fait pas un potentiel, ça fait pas un rendement. Et ce qu'il y a, mais il s'est sauvé avant que j'arrive, il y avait un lièvre. Vous voyez, là on a une trace de son passage. Il a sectionné la tête du tournesol, et il a mangé le cœur, il a laissé les feuilles au pied. Voilà, c'est typiquement l'attaque d'un lièvre. Donc là le pied il est mort, hein. La tête est sectionnée, l'apex là où il y aurait la future fleur était là, il l'a mangé. Bon, j'avais bien cru que pour le moment, il fallait que je ressème pas mal de surface, mais c'est en train, voyez-vous, de se garnir. Allez, culture suivante. Allez, on passe à la févrole. Vous voyez, elle est là-bas, on va descendre la voir. Il y a cette vingtaine d'hectares de févrole que j'ai semé à la volée, avec l'épandeur centrifuge, puis ensuite enfoui dans la foulée avec le cover crop, dans l'idée d'avoir un coût d'implantation le plus faible possible. Vous voyez que là, elle est luxuriante, elle a pris l'eau, hein, elle est en pleine floraison, on va voir ça. J'avais semé la volée à peu près une trentaine de graines, il s'en est fait manger pas mal à la germination par les limaces que j'ai dû contrôler avec de l'anti-limace. Malgré tout, il y a eu de la perte. Par contre, vous allez voir les zones où il n'y a pas beaucoup de pieds, eh bien, il y a toujours cette matricaire que j'ai pas réussi à désherber à l'automne. Du coup, les trous de lumière, eh bien, ça sera autant de verdure qui sera présente au moment de la moisson. Et si on tend l'oreille, les pollinisateurs s'en donnent à cœur joie. Donc forcément, voilà, il y a des fleurs à tous les étages. Ça fait quelques semaines déjà qu'elle est en fleurs, hein. Et je suis quand même assez inquiet sur la présence de matricaire qui est un petit peu partout. Ça va faire vraiment des zones de vert qui vont m'embêter pour la moisson, donc il ne faudra peut-être pas que je descende trop bas la coupe de la moissonneuse pour aller chercher ces graines qui sont en bas. Je vais avoir du mal à choper, vous voyez, ces graines qui sont là, qui sont en train de se former, parce qu'elles sont au niveau de ça. Ça va continuer même à monter un petit peu, et si je veux aller chercher ces graines là, eh bien je vais être obligé de monter du vert. Donc, puis à un moment donné, la batteuse, elle n'en peut plus, hein. Ça fait des bouchons. Bon, je l'ai pourtant désherbé à l'automne, comme je vous le disais. Bon, il y a tout plein d'insectes, hein. Et elle est plutôt saine. Il pourrait y avoir du botrytis, des rouilles, mais je ne vais pas faire de fongicide, hein. Compte tenu du potentiel, je ne vais pas engager des frais. Donc là, je le rappelle, on est dans des terrains séchants, très caillouteux. Donc c'est pour ça que j'évite un maximum d'engager des coupes d'implantation. Je regarde aussi s'il y a des pucerons. Il y en a un petit peu, il y a quelques colonies, mais ça va aller. Quelques taches là, mais c'est vraiment raisonnable. Et je vois il y a quelques laitrons aussi en embuscade.
Bon, il n'y a pas beaucoup de gousses non plus, pas beaucoup de fleurs. Bon, c'est comme ça, on verra bien. Il y en a quand même quelques-unes. L'idéal, c'est qu'il y ait beaucoup de fleurs en haut, facile d'accès. Mais bon, voilà, encore pour ça, verdict à la moisson. Donc voilà, on a quand même une févrole qui est pas très haute, vous voyez. Il peut arriver qu'elle soit plus haute. Mais bon, faut dire qu'elle a vraiment souffert du sec. Ici, je me demande bien comment les plants ont réussi à passer cette sécheresse, surtout du mois d'avril, avec juste 6 mm sur un terrain qui est quasiment béton. Et voilà, pour ce qui est d'un semis à la volée, c'était une première pour moi. Ce sera peut-être pas la dernière. Je vais essayer de transformer déjà pour cette année et laisser d'y produire quelque chose. Et puis les années futures de poursuivre cette méthode d'implantation qui m'a quand même coûté très peu. Et sans perdre pour objectif évidemment que tout ça me rapporte un petit peu d'argent et que ça fasse de la marge, que ça fasse du revenu. Bon, tout ça de toute façon je vous l'expliquerai au moment de la moisson, au fur et à mesure que j'avancerai. Eh bien, je vous donnerai les rendements et je vous dirai si j'arrive à joindre les deux bouts, surtout sur ces cultures et dans ces terrains, dans ces terroirs qui sont compliqués à cultiver quand même en culture et en céréales, en protéagineux. Voilà, j'espère que ce tour de plaine vous aura plu. Merci beaucoup de continuer à me suivre. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Il y a plein de choses que je n'ai pas abordées ici dans cette vidéo. J'ai fait le choix de ne pas la rendre non plus trop longue, mais de vous apporter un minimum d'informations pour la compréhension et pour avoir une bonne idée de l'état des cultures. Et sachez que pour vous donner plus de précision, j'en donne à l'occasion de live sur Twitch depuis plusieurs semaines. J'essaye d'être au rendez-vous le dimanche en fin d'après-midi. Aujourd'hui, c'est à peu près un week-end sur 2. Et c'est l'occasion, c'est ces moments-là où j'arrive à vous répondre en direct à des questions plus précises. Et c'est pour moi un endroit où je peux y répondre très vite, plutôt que de les écrire ou de faire des fois des très longues vidéos. Donc voilà, je vous dis à très vite, évidemment à mardi prochain, 7h30. Ciao!